suis terrifié. Ça fait des mois, même plus d'un an, que je pense à lancer mon podcast. Genre sérieusement. C'est vraiment quelque chose que j'adore écouter. Et le format, je le trouve vraiment cool. Parce que tu peux justement prendre le temps de poser les choses, de parler d'un sujet, d'y apporter du contexte, d'y apporter des détails. À l'heure où, sur les réseaux sociaux, tout va vite. Un reel, c'est entre 90 secondes et 3 minutes pour certains comptes. Ce qui fait que quand tu veux parler d'un sujet, en 90 secondes, t'as pas le choix que d'aller vite. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes sur les réseaux sociaux, c'est que la plupart des gens, en plus de penser qu'ils savent tout, vont partager une idée et vont tellement pas avoir le temps de nuancer leurs propos que c'est en mode c'est ça, il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Donc du coup, ça crée des problèmes. Alors que sur le podcast, étant donné que c'est un format beaucoup plus long, on a le temps de prendre le temps. On a le temps de discuter. Pas de faire du cas par cas, évidemment, mais d'apporter plus de nuances. Et de dire que, possiblement, oui, cette chose-là, par exemple, je sais pas, le jeûne intermittent peut fonctionner pour certaines personnes, mais ne va pas forcément fonctionner pour d'autres. Donc c'est pour ça que ce format me tenait à cœur. Et pourtant, ça faisait des mois que je procrastinais sur le truc. J'arrivais pas à me lancer. Je réfléchissais à des sujets et j'étais en mode, est-ce que je commence par me présenter pour ceux qui me connaissent pas? Est-ce que je raconte mon histoire? Non, ça fait un peu trop narcissique. Est-ce que je rentre directement dans le vif du sujet, à parler de sport, de surcharge progressive, d'optimisation, d'alimentation, de TCA? Mais il y a tellement de gens qui le font. Je me dis, qu'est-ce que j'aurais à apporter de plus? Et puis j'ai compris. J'ai compris que le premier sujet de ce podcast, ça allait être tout simplement les peurs et la procrastination qui en découle. Parce que c'est littéralement ce que je suis en train de vivre à ce moment-là où je vous parle. Mais du coup, d'où viennent ces peurs? D'où elles viennent? Comment elles se manifestent? Si on prend la définition pure et simple de la peur, on est sur une émotion primaire, universelle, tout le monde y fait face, déclenchée par la perception d'une menace réelle ou imaginaire. Ça fait 27 ans que j'existe, et honnêtement, une grosse partie de mes peurs sont dans ma tête. Alors évidemment, oui, on se retrouve face, je sais pas, à un requin dans l'eau. Là, c'est une peur directe. On se rend compte de pourquoi on a peur. On sait pourquoi on a peur. Mais quand ces peurs-là sont imaginaires, il est plus difficile de mettre le doigt dessus. Plus difficile de comprendre pourquoi. Si on parle un peu des origines biologiques, il y a une partie dans ton cerveau, l'amygdale, qui est responsable justement de déclencher cette peur. Son rôle va être la détection des dangers et la formation des souvenirs émotionnels. Parce qu'une peur, elle n'arrive pas comme ça, sans raison, pour la plupart. C'est elle qui va également faire naître ce comportement un peu primitif qu'on a, qui est le combat ou la fuite. Run or fight, en anglais. C'est-à-dire que quand tu te retrouves face à ce danger-là, il se passe tellement de choses dans ton corps que tu es prêt soit à partir très loin, soit à te battre, à faire face au danger. Si on se base un peu plus sur les origines psychologiques des peurs, la plupart de nos peurs vont se baser sur des événements passés, des choses auxquelles on a vécu durant notre enfance, dans l'environnement dans lequel on a grandi, qui ont pu justement faire naître ces peurs à l'heure d'aujourd'hui, en tant que jeune adulte ou adulte. Il y a aussi ce qu'on appelle un apprentissage par observation, c'est-à-dire que lorsqu'on voit des choses autour de nous et qu'on voit l'impact que ça peut avoir sur d'autres personnes, alors notre cerveau va associer telle action avec telle réaction. Par exemple, lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu mes parents divorcer. Et mon père était à la tête d'une entreprise et il a tout perdu. Il s'est retrouvé avec énormément de dettes. Et en voyant ça, au travers de mes yeux d'enfant, je me suis rendu compte que l'échec pouvait faire très mal. Si on échouait quelque chose, ça pourrait nous condamner pendant des années, que ce soit sur l'aspect émotionnel, relationnel ou même bien financier. Donc même si des choses ne nous touchent pas personnellement, en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi et les situations auxquelles on a fait face, certaines peurs peuvent naître en nous. Et la peur, concrètement, comment elle se manifeste? Je pense que vous y avez déjà tous fait face au moins une fois dans votre vie. La peur, elle va
augmenter notre chaleur corporelle. C'est-à-dire qu'on va transpirer. C'est-à-dire qu'on va également trembler, que ce soit par l'adrénaline ou d'autres hormones qui sont déclenchées à ce moment-là. Je sais que moi, par exemple, si je me prends la tête avec quelqu'un et que la personne est très menaçante, je tremble très fort. Je tremble très fort et j'ai les jambes qui font clac, clac, clac. Et voilà, c'est une réaction de la peur. On peut pleurer, on a le rythme cardiaque qui s'accélère. On a des sueurs, on a des tremblements. C'est des signes qui montrent que là, clairement, on a peur. Maintenant, les réactions comportementales à ça, parce que là, on a juste parlé du concret, du physique, qu'est-ce qu'il y a sur nous, comment notre corps réagit. Mais si on parle plus de l'aspect comportemental de la chose, on va avoir plusieurs réactions possibles. L'évitement, comme ce que j'ai fait justement avant d'en arriver ici, éviter la chose, parce qu'on en a peur. Donc on veut l'éloigner au plus possible de nous, ou retarder en quelque sorte un peu l'inévitable. Quand on veut pas voir quelqu'un, bah, on fait en sorte de s'en éloigner, de trouver des excuses, d'aller à droite, à gauche. On a également l'agitation. Lorsqu'on a peur, on va peut-être bouger la jambe, on va peut-être, comme je disais tout à l'heure, trembler un petit peu, c'est une forme d'agitation. Ou alors, on va avoir une paralysie. Meilleur exemple, et je pense le plus mignon, c'est un petit lapin que tu vois dans l'herbe et qui, en voyant ta masse arriver, parce que la différence de taille, elle est immense quand même, à moins que ce soit un très gros lapin, euh, et ben il va juste pas bouger par la peur. Et en espérant que tu ne l'aies pas vu. Et du coup, ça reste une réaction que l'être humain peut avoir aussi. Il y a beaucoup de personnes, et je l'ai déjà vu ça une fois, une personne qui a eu très peur et qui du coup était immobile. Ça dépend vraiment des personnes, je pense, et ça dépend, je pense, des situations également. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. À chaque fois que j'ai une situation de stress intense ou de peur, j'ai été capable de agir. Agir en conséquence pour aider à améliorer la situation ou le danger potentiel qu'il y avait. Mais c'est pas donné à tout le monde. Et il y a certaines personnes qui, dans le feu de l'action, dans l'intensité de l'émotion ressentie, va juste totalement rester paralysée. Et c'est pour ça qu'on dit paralysé par la peur. C'est genre littéralement ce qu'on dit. Du coup, la procrastination. Pourquoi faire une vidéo alors que j'en fais depuis plusieurs années maintenant sur Instagram, mais bon, c'est des reels, c'est légèrement différent. Pourquoi j'étais paralysé par cette peur-là? Pourquoi j'étais dans l'évitement? Pourquoi je ne voulais pas le faire? En faisant mes recherches, j'ai vu une phrase qui m'a touché personnellement, donc c'est pour ça que je vous la partage dans cette vidéo. Tu ne procrastines pas parce que tu es feignant. C'est très important de le comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des choses et qui, à cause de cette peur, vont se trouver l'excuse de se dire ouais, c'est parce que je suis feignant, j'y arrive pas, c'est de ma faute, tu vois. Il va y avoir une forme d'auto-sabotage. La personne a préféré se rabaisser elle-même plutôt que de conscientiser le fait que c'est parce qu'elle a peur qu'elle ne le fait pas. C'est tellement plus simple de dire bah non, je le fais pas parce que je suis feignant ou parce que je suis bon à rien, je suis nul, de toute façon j'y arriverai pas. Pourquoi tu t'auto-sabotes? Pourquoi on s'auto-sabote? La définition de la procrastination, très simple, hein, franchement très très simple. C'est la tendance à remettre à plus tard des actions malgré les conséquences négatives attendues. Alors là, on le voit beaucoup à l'école, par exemple, ou même en travail, dans le travail. Si on a un dossier à faire, une présentation à faire, etc., on va toujours procrastiner sur les choses pour essayer de retarder un peu l'inévitable. Et même si on sait qu'on va se foutre dans la mouise, clairement, parce que j'en ai vu beaucoup à l'école qui attendaient vraiment le dernier moment pour commencer à faire leur présentation ou leurs devoirs, etc. Ça, c'est procrastiner. Savoir qu'on a quelque chose à faire, que cette chose-là nous apportera des bénéfices ou doit être fait dans le cadre du travail, mais qu'on préfère faire autre chose. Traîner sur les réseaux sociaux, par exemple, ou jouer à la console, ou aller promener le chien pour la troisième fois de la journée. Tout est mieux, littéralement, tout est mieux que de faire cette action-là qu'on est censé faire. C'est ça, procrastiner. D'ailleurs, une autre information intéressante, une étude qui a été menée en 2012 a montré que les personnes qui sont dures envers elles-mêmes stressent plus, j'ai envie de te dire merci Sherlock, et de facto
ont tendance à beaucoup plus procrastiner que la moyenne. Ce qui fait une belle transition avec les causes potentielles de pourquoi on procrastine. La première, ça va être la peur de l'échec. Comme je le disais tout à l'heure, avec l'exemple de mon papa, le fait de se confronter à l'échec, c'est pas très bien vu dans notre société. Et ça dépend vraiment de la culture. Parce que si tu vas aux États-Unis, l'échec est vu comme quelque chose de positif. Un recruteur, imaginons, va avoir plus de facilité à recruter quelqu'un qui a essayé de construire une entreprise et qui s'est cassé la tronche, plutôt que quelqu'un qui, on va dire, va sortir de l'école et n'a absolument rien testé. C'est pas le cas en France. En France, et je sais pas pourquoi, on voit les échecs comme quelque chose de négatif. En mode, t'as échoué, t'es un bon à rien. Pourquoi? Selon moi, l'échec fait partie intégrante de ta victoire, de ta réussite. Personne au monde n'a réussi quelque chose sans échouer en amont. Tout simplement parce que c'est dans l'échec que la courbe d'apprentissage est la plus grande. Un petit exemple, quand j'ai vécu à Londres pendant 2 ans, j'ai fait 2 galas de boxe. Donc en gros, pour résumer très succinctement, on s'inscrivait, on avait 8 semaines d'entraînement de boxe à raison de 2 sessions par semaine, il me semble. Et au bout de ces 8 semaines-là, les coachs nous matchaient avec, un niveau similaire, avec un adversaire, et il y avait une soirée organisée pour une levée de fonds. Moi, en l'occurrence, c'était pour la recherche du cancer. Et donc, du coup, ce soir-là, le gala, tout le monde se ramenait super costume, les femmes en robe de cocktail. Vraiment, c'était une soirée de dingue. Il y avait genre 2 500 personnes. C'était très impressionnant. Le premier combat, je le gagne. Mon adversaire de l'époque, il avait peur. Il a tout simplement pris peur. Ce qui fait que le combat, je vais pas dire qu'il était facile, mais il n'était pas très difficile. Yeah. Je suis ressorti très content. Mon ego, je crois qu'il a jamais été aussi haut de ma vie. Et à aucun moment, je me suis remis en question. À aucun moment, j'ai regardé le combat en me disant: «Comment j'aurais pu faire mieux?» Je m'en foutais, j'avais gagné. Je me réinscris quelques semaines plus tard, je refais ces 8 semaines d'entraînement et là, je suis confiant. Là, je suis très confiant. Là, je suis trop confiant. Je sous-estime mon adversaire. Alors, si vous faites des sports de combat, c'est quelque chose que je vous recommande absolument pas de faire. Même dans la rue, on ne sous-estime jamais personne. On ne sait jamais qui on a en face de nous réellement. Hem, J'arrive à ce deuxième combat, très confiant. On le voit sur les photos, hein, franchement, il y a des photos, l'entrée sur le ring, je souris. Je suis même pas concentré en mode: «Je vais monter sur le ring pour me battre». J'étais en mode, c'est une balade chez mamie, quoi. Je rentre sur le ring, un peu d'adrénaline quand même, on va pas se cacher, mais je reste confiant et là, j'en prends plein la gueule. Je me fais démolir. Chaque coup que j'envoie, il se retourne contre moi. Du coup, je m'énerve, je suis en colère, je tape plus fort, je reprends des coups. Le cercle vicieux. J'ai plus de garde, donc c'est-à-dire que je me protège plus du tout. J'envoie des patates de forain en espérant qu'il y en ait une qui touche. Malheureusement, mon adversaire était beaucoup plus fort que moi. Le combat se terminait et nous donnait à la fin un petit trophée, que j'ai jeté. Je l'ai jeté dans la foule. Voilà. L'ego a été poignardé très fortement ce soir. Le lendemain, ah oui, je vous passe le quart d'heure, l'heure et demie où j'ai chialé dans les vestiaires, dans les bras de mon coach, parce que j'étais très triste et très en colère contre moi. Le lendemain, toutes ces émotions retombent un petit peu et là, je réfléchis à la chose. Je re-regarde le combat et je me dis: «Où est-ce que j'ai merdé? Qu'est-ce que je vais pouvoir mieux faire?» Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ça. C'est à ce moment-là que j'ai compris que les échecs étaient plus importants que tes petites réussites pour atteindre ton objectif. Parce que sans échec, l'être humain, selon moi, ne va pas se remettre en question.
il va pas chercher à faire mieux, étant donné qu'il a déjà gagné. Et c'est pour ça qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit: «Je peux pas perdre. Dans tous les cas, soit je gagne, soit j'apprends». Et l'échec, il est là. L'échec, il est là. L'échec, c'est un apprentissage. C'est une leçon. C'est un moment dans ta vie qui va te permettre, justement, de voir comment tu aurais pu mieux faire les choses. Donc ça, c'est l'une des causes principales, je pense, de pourquoi on procrastine, la peur de l'échec. Mais avec tout ce que je viens de te dire, j'espère que désormais, tu accepteras l'échec, les bras grands ouverts. Parce que oui, c'est douloureux, mais oui, ils sont bénéfiques. Sincèrement bénéfiques. La deuxième cause principale de la procrastination, ça peut être aussi la peur du jugement. Le fait d'aller sur les réseaux sociaux, le fait d'aller sur YouTube, le fait de faire un podcast, alors qu'il y en a déjà des centaines de personnes qui le font, voire des milliers de personnes qui le font. Ouais, il y a peut-être des gens qui vont pas aimer ma façon de parler, il y a peut-être des gens qui vont pas aimer ma tronche. Je vais peut-être probablement recevoir des commentaires pas très cool dans dans la section commentaires, mais en soi, ça, je le vis déjà avec Instagram. Mais ça reste quand même une peur qui peut nous empêcher de passer à l'action. La peur des autres. C'est comme aller à la salle de sport. Quand tu as jamais été à la salle de sport, et ça, c'est quelque chose que j'ai l'occasion de discuter énormément, étant donné que c'est mon métier, les gens ne veulent pas aller à la salle de sport parce qu'ils ont peur du regard des autres. Mais on va mettre les choses au clair dès le début. La plupart des gens dans la salle de sport, et j'en fréquente quand même depuis des années, sont là pour s'entraîner. Une anecdote où j'ai une amie qui est restée 2 minutes sous sa barre de squat bloquée. Personne n'est venu l'aider. Ce qui prouve, dans une certaine mesure, que les gens n'ont pas les yeux rivés sur toi quand tu vas à la salle de sport. En vrai, chacun est un peu dans sa bulle, chacun a ses écouteurs, chacun est là pour faire sa prog et partir, parce qu'ils ont autre chose à faire. Évidemment, il y aura toujours des gens qui vont regarder. Mais déjà, la plupart vont regarder sans juger forcément. Et pour le peu de pourcentage qui reste et qui regarde en jugeant, j'ai envie de te dire, on s'en fout un peu de ce qu'ils pensent. Parce que si toi, tu décides d'aller à la salle de sport, c'est pour toi, c'est pour tes objectifs, c'est pour ta santé. Que Jean-Michel, machin truc, là, il pense que, je sais pas, t'es pas assez musclé ou t'es trop costaud, on s'en fout. Justement, toi, tu fais des actions qui vont te permettre d'avancer vers ton objectif. Et ça, c'est un point important sur lequel on viendra. Mais le fait de le faire pour toi est quelque chose qui peut justement faciliter le passage à l'action. Quand tu sais réellement pourquoi tu fais les choses et que tu les fais pour toi et non pas pour les autres, bah, le regard des autres, il est secondaire. Et puis je t'ai parlé des gens qui étaient totalement indifférents à la salle de sport, du petit pourcentage de personnes qui sont condescendantes, mais il restera aussi une petite partie de personnes bienveillantes. Parce que oui, ça existe. Des personnes qui, s'ils voient que tu te mets potentiellement en danger sur un exercice, vont venir t'aider, vont venir te conseiller. Faut pas forcément tout le temps voir les autres humains comme des ennemis. Et ça, c'est très important. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel j'essaye aussi de travailler. La vie, c'est pas une compétition. Et si tu vois la vie comme une compétition, tous les autres humains deviennent tes ennemis. Au final, si tu vois la vie plutôt comme un travail d'équipe, tu vas considérer les autres comme des camarades. C'est-à-dire que plutôt que de les voir soit plus haut, soit plus bas que toi, c'est le cas si tu penses que la vie est une compétition, et ben, ça va juste être tes camarades, donc ils vont être au même niveau que toi. Peut-être qu'en effet, il y a certains domaines où ils vont être meilleurs que toi, mais il y en a d'autres où toi, tu vas être meilleur qu'eux. Et j'ai envie de te dire, on s'en fiche. On s'en fiche. Chacun a son propre chemin, chacun avance à sa vitesse. Il y a pas besoin d'être en compétition avec telle ou telle personne. Et là, je parle vraiment en connaissance de cause parce que ça, je l'ai vécu pendant des années. Je me voyais en compétition avec tout le monde. Mais j'ai compris que la seule personne que je blessais potentiellement, c'était moi. La pression que je me mettais, parce que je voyais les autres comme meilleurs que moi, quand tu réalises que tu as rien à prouver à personne, la vie, elle est beaucoup plus simple. Quand la seule compétition que tu as, c'est envers toi-même, parce que oui, ça, je te dis pas de vivre comme un ou une hippie et de marcher nu-pied dans l'herbe et d'aller te poser contre un baobab tous les jours. C'est pas ça que je te dis. Avoir des objectifs, c'est important.
Mais ces objectifs, ils sont propres à toi. Le fait de se comparer aux autres, c'est se tirer une balle dans le pied, à 100%. Parce que comme je te le disais, chacun a son chemin, chacun avance à sa vitesse et surtout, on part pas tous du même point. Donc te comparer à quelqu'un que tu vois à la salle ou encore pire, quelqu'un que tu vois sur les réseaux, c'est c'est stupide. C'est stupide. Je te le dis clairement, c'est stupide. Encore une fois, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment, si tu peux retirer quelque chose de ce podcast, de cette vidéo, arrête ou limite au maximum le fait de te comparer aux autres. Et si tu vois que tu te compares aux autres, prends-en conscience et remets-toi en tête tout ce sur quoi on est en train de discuter là à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? Que ce soit par rapport à la réussite professionnelle, que ce soit par rapport à l'aspect financier, que ce soit par rapport à la famille, que ce soit par rapport à l'aspect physique de la personne. Toutes ces choses-là sont propres à chacun, rien que sur le physique. Rien que sur le physique déjà, on part pas tous du même niveau. En fonction de l'environnement dans lequel tu as grandi, l'éducation que tes parents t'ont apporté vis-à-vis de l'alimentation. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas forcément eu. C'est-à-dire que je rentrais de l'école, en général, c'était des journées pas ouf avec ce que j'ai subi à l'école, mais on aura l'occasion d'en reparler, dans d'autres vidéos. Hem, je mangeais des chips. Pour goûter, je crois que j'avais un paquet de choco avec un verre et demi de lait. Quand je repense à tout ça, je me dis: «Waouh, putain, mon alimentation, elle était comme ça, c'est chaud». Je peux pas blâmer ma mère, je peux pas blâmer mon père pour ça. Ils étaient pas au courant et quand je vais dans des familles et que je vois les placards à gâteaux qui sont remplis et qu'au déjeuner, il y a pas de protéines, enfin, pareil, on peut pas leur en blâmer, enfin, on peut pas les blâmer de ça. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Mais imaginons la personne justement à laquelle tu te compares. Elle a des parents qui sont sportifs. Elle a des parents qui se sont éduqués sur l'alimentation. Elle a des parents qui sont coachs sportifs. Évidemment que déjà de base, dans l'apprentissage de comment bien manger, on part pas sur le même point. Idem, l'importance du sport. Moi en EPS, plus j'étais blessé, plus je pouvais avoir de dispense, plus j'étais content. J'étais le dernier qu'on venait choisir pour monter une équipe. Parce que déjà, je faisais 75 kilos à l'âge de 13 ans, 12 ans. Donc voilà, hormis me mettre dans les buts pour jouer au foot, j'étais pas très, très utile et encore. Donc imagine que, je sais pas, cette personne-là, depuis qu'elle est toute petite, elle a fait, de la gymnastique, elle a fait du judo, elle a fait, je sais pas, des sports collectifs, peu importe. Elle est active, en fait. Bah, évidemment que dans le développement de son corps, ça va pas être le même que le nôtre. Donc rien que de là et ça, tu peux pas le savoir en la regardant. Toi, tout ce que tu vois et tout ce à quoi tu te compares, c'est justement: «Waouh, elle est mieux que moi». Oui, mais tu sais pas ce qu'il y a eu avant. Tu connais pas son style de vie et cetera. Donc voilà, on a un peu bifurqué sur, la comparaison, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'en faire une vraie vidéo autour de ça, voire même faire intervenir quelqu'un, pour en discuter. Mais voilà, sachez que justement une des causes principales, de la procrastination, c'est justement cette peur du jugement, cette peur du regard des autres. Et la troisième cause potentielle de la procrastination, c'est le perfectionnisme. Vouloir que tout soit parfait. Et mon monteur qui est en train de faire cette vidéo, sait de quoi je parle. J'ai essayé au maximum de faire en sorte que tout soit bien, tout soit parfait. Le matos, les lumières. D'ailleurs, merci. Le sujet, la façon de parler. Il y a tellement de choses, tellement de choses. Il y a tellement de choses sur lesquelles on essaie de faire attention quand on veut débuter quelque chose. Idem, si je reprends l'exemple de l'alimentation, la plupart des gens qui vont commencer à faire attention à leur alimentation vont faire en sorte de faire les choses parfaitement bien. C'est-à-dire que du jour au lendemain, elles vont arrêter le coca, du jour au lendemain, elles vont arrêter le chocolat, du jour au lendemain, elles vont arrêter l'alcool, parce qu'il faut que ce soit parfait. Quitte à commencer quelque chose, autant que ce soit parfait. Non, pas du tout. Pas du tout. Le problème de chercher la perfection dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend, c'est que bien souvent, en plus de nous mettre une pression de dingue sur les épaules, et ça je le vois tous les jours dans mon travail avec les élèves que j'accompagne, c'est que ça peut mener à une paralysie. On en parlait tout à l'heure avec la peur, mais en fait, quand tu penses tellement à être parfait ou parfaite sur quelque chose qu'au final tu ne fais rien. Parce que dans ton cerveau, c'est tellement important
C'est tellement grand, il y a tellement de facteurs, de variables à gérer, à contrôler, que c'est juste too much. C'est juste trop compliqué de gérer ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait rien. On fait rien et après on s'auto-sabote en se disant qu'on est nul, qu'on n'est pas assez. Bon, du coup, c'est bien beau de parler de tout ça, parler de la peur, de la procrastination, et cetera, mais je vais vous apporter de la valeur dans ces vidéos, dans ces podcasts. Donc quelle stratégie on va pouvoir mettre en place? Comment justement j'en suis là à l'heure d'aujourd'hui, à tourner ce premier podcast, cette première vidéo YouTube? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour réussir à arrêter d'avoir peur, arrêter de procrastiner et enfin, j'ai envie de dire, sauter dans le grand bain? Parce que oui, tiens, c'est ces métaphores que tu peux enregistrer dans ta base de données. Selon moi, la meilleure façon d'apprendre à nager, c'est de sauter dans le grand bain et ensuite d'apprendre à nager. Tu peux regarder toutes les vidéos que tu veux sur YouTube de comment bien nager la brasse, par exemple. La meilleure façon d'apprendre, c'est de faire. Un squat, c'est la même chose. Tu veux faire un squat? Pratique. Oui, regarde une ou deux vidéos sur Insta, sur YouTube, sur Facebook, peu importe. Mais la meilleure façon de faire, c'est de le faire. Tout simplement. À aucun moment, tu trouveras les réponses et l'apprentissage nécessaire, du moins sur le côté pratique de la chose, dans des bouquins, dans des formations, etc. Saute dans le bain et apprends à nager. C'est le plus important. La première stratégie qu'on peut mettre en place, c'est déjà de conscientiser le fait qu'on a peur et de l'accepter. Comme je le disais tout à l'heure, plutôt que de s'auto-saboter et d'essayer de se cacher derrière des excuses en mode je suis nul, je n'y arriverai pas, c'est moi le problème, etc. Accepte le fait que oui, tu as peur. Oui, c'est pas facile pour toi. Ça te permettra justement d'avancer pour la suite. Ensuite, on a une technique cognitivo-comportementale qui est de voir ses peurs et de comprendre pourquoi elles sont irrationnelles. C'est-à-dire que concrètement, tu te poses devant tes peurs, tu discutes ou t'écris, peu importe ce que tu préfères. Soit tu te parles, moi c'est ce que je fais régulièrement. Imaginons, je suis dans la voiture par exemple, je me parle. J'ai une discussion littéralement avec moi-même. Peut-être un peu schizophrène, mais moi ça m'aide. Il y a des personnes qui vont favoriser l'écriture, ce qui peut également être très bénéfique. Le fait de mettre des mots sur tes émotions, sur ce que tu ressens, va te permettre d'y voir beaucoup plus clair. Donc là, en l'occurrence, ok, tu veux faire une action, tu n'arrives pas à le faire parce que tu as peur. Pourquoi tu as peur? Vraiment aller chercher, entre guillemets, la source de ces peurs-là. Et dans la plupart du temps, c'est ce qu'on disait quand on a commencé cette vidéo, c'est que la plupart de nos peurs, elles sont irrationnelles. La plupart de nos peurs ne sont pas concrètes, ne sont pas fondées. On appelle ça aussi des croyances limitantes. On croit que on n'est pas assez bon. On croit qu'on ne va pas réussir. On croit que les gens vont nous regarder. On croit que les gens vont nous juger. On croit qu'on va tomber. On croit qu'on va échouer. On croit que. Mais c'est que des croyances. C'est que des pensées qui sont dans ta tête et qui impactent du coup les actions que tu es censé faire. Des actions qui, toi tu le sais, te permettront d'évoluer, te permettront d'apprendre, te permettront de grandir et de te développer en tant qu'humain et d'aller dans la direction où tu veux aller. Donc ouais, conscientise les choses. Ensuite, une fois que tu comprends un peu mieux tes peurs, essaye de t'y exposer graduellement, d'accord? Tu vas t'exposer à ces peurs-là, mais c'est très important d'y aller progressivement. D'accord? Il y a une métaphore que j'aime énormément, que je donne très régulièrement à mes élèves, c'est, imaginons, tu as peur de l'eau. Vraiment, tu as la phobie de l'eau. Ça te fait peur. Pourquoi? Parce qu'il y a des gros poissons, parce qu'on voit pas tes pieds, etc., etc. Peu importe les peurs. Tu as quelque chose dans ta tête qui te bloque vis-à-vis de ça. Moi, si je veux t'aider, je vais pas te dire, viens, on va nager dans l'océan. On prend un bateau, on va au milieu de l'océan et on va nager. Ce serait très con de ma part de faire ça. Parce que là, la mise en exposition, elle est beaucoup trop importante. Et on risque même limite de créer encore plus de peur et un trauma, une paralysie, peu importe. Mais ça va juste être pas positif du tout. Par contre, la mise en exposition graduelle
va nous permettre d'y aller progressivement. Donc l'exemple que je prends toujours avec l'eau, c'est que si toi tu as peur de l'eau, on va aller à la plage et on va marcher sur le sable. On va être à côté de l'eau, mais on ne va pas être dans l'eau. Une fois que tu te sens bien et que tu te sens prêt ou prête, on va mettre juste les pieds dans l'eau. Ça va prendre le temps que ça devra prendre. Une journée, 2 journées, une semaine, un mois, peu importe. Et ensuite, au fil du temps, on va aller de plus en plus loin. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'eau elle va arriver à tes genoux, il arrivera un moment où l'eau va arriver à ton bassin. Donc là, peut-être que tu ne verras plus tes pieds. Donc peut-être que sur ce laps de temps-là, il te faudra un peu plus de temps pour accepter la chose et oser continuer. Il arrivera un moment où tu vas pouvoir nager, mais tu auras encore pied si tu te mets debout. Il arrivera un moment où tu vas pouvoir nager et tu n'auras plus pied. Et ça, vu qu'on y va progressivement, tu as le temps de t'habituer à la chose. Et sans t'en rendre compte, bah, on s'éloigne du bord en fait. Et peut-être que dans quelques années, on va pouvoir prendre un bateau, aller au milieu de la mer et aller nager. Parce que cette peur-là que tu avais de base, elle s'est graduellement évaporée grâce aux petites actions que tu as mises en place pour limiter cette peur-là et la faire disparaître. Donc voilà, par rapport à la procrastination, s'il y a une tâche que tu ne veux pas faire, quelque chose que tu sais bénéfique pour toi mais que tu as peur de le faire, exemple aller à la salle de sport ou peu importe ce que tu souhaites faire, vas-y progressivement. Expose-toi graduellement à la chose pour te rendre compte que bah c'est OK, c'est OK, c'est OK, c'est OK, c'est OK. Et au final, bah, tu es limite à l'objectif en fait. Et c'est toujours OK. Ça, c'est vraiment quelque chose de puissant. Ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant. La troisième stratégie, plutôt en lien avec le perfectionnisme, c'est de s'autoriser à déjà de un échouer. De 2 ne pas attendre que tout soit parfaitement bien. Parce que spoiler alerte, ça n'arrivera jamais. Si tu attends que tout soit parfait pour faire quelque chose, ça peut te prendre toute une vie. Et c'est même pas dit qu'à la fin de ta vie, tu arrives à faire cette chose-là. Parce qu'il y aura toujours des petites choses que tu te diras: «Ah non, ça, faut que je l'améliore. Faut que j'achète un nouveau téléphone. Faut que j'achète une nouvelle caméra. Faut que j'achète un nouveau micro. Faut que j'achète des nouvelles lampes». Il y aura toujours des choses. Là, j'ai pris ça parce que c'est l'exemple du podcast et littéralement, c'est ce que j'ai fait. Mais, mais c'est pour tout dans la vie, tu vois? Encore une fois, tu veux commencer le sport, n'attends pas d'avoir les dernières fringues de Gymshark pour aller t'entraîner. Et même, j'ai envie de te dire, n'attends même pas d'avoir l'argent pour aller à la salle de sport. Tu peux déjà commencer à bouger chez toi. Tu peux déjà commencer à te reprendre en main en marchant, en allant courir, en trouvant des petits poids ou même s'il y a pas de poids, à la limite des bouteilles d'eau de 1,5 litre ou de 2 litres. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Donc n'attends pas que ce soit parfait pour commencer. Commence et ensuite améliore. C'est comme là, moi, ce podcast-là, il n'est pas parfait. Peut-être que le son n'est pas parfait, peut-être que l'image n'est pas parfaite, peut-être que la colorimétrie de la chambre n'est pas parfaite, et c'est pas grave, on adaptera. L'important, c'est faire, apprendre, adapter, faire. L'autre point important, par rapport toujours au perfectionnisme, c'est d'essayer de diviser les tâches pour que ce soit beaucoup plus digeste pour ton cerveau, et donc du coup, éviter de rester paralysé face à cette tâche-là. Imaginons sur la to-do list que tu veux toi aussi débuter un podcast. Si tu mets débuter un podcast, c'est ultra large. C'est ultra large. Ta tâche, elle est immense. Donc obligatoirement, tu vas te retrouver là tous les jours devant ta petite bulle avec ta commencer un podcast. Commencer comment? C'est quoi commencer un podcast? C'est quoi faire un podcast? Plutôt que de d'écrire ça, d'écrire cette grosse tâche que tu dois faire et qui t'impressionne du coup, parce qu'elle te paraît immense et que tu sais même pas par quelle partie commencer, bah divise ces tâches-là. Quel est le matos que j'ai besoin? Quels sont les sujets que je veux traiter? Quel est le setup que je vais avoir? Sur quelle plateforme je vais les mettre? Est-ce que je les mets sur YouTube? Est-ce que je me filme? Est-ce que c'est que l'audio? Tu vois? Et le fait de diviser ces tâches-là, ça va te permettre d'avancer. Regarder par exemple, je sais pas, 5 heures de contenu sur comment créer un podcast. Ça peut être une tâche. Et toutes les autres tâches que je viens de te décrire, une fois que tu les fais, et elles sont beaucoup plus digestes à faire que démarrer un podcast, bah, au final, tu avances. Et cette grosse tâche de commencer un podcast, bah, elle diminue, en fait. Parce que jour après jour, tu fais une petite action qui va te permettre d'avancer
et de faire quelque chose de concret pour cet objectif-là. Un autre point stratégique qu'on peut mettre en place justement pour éviter la procrastination et passer à l'action, ça va être de comprendre la notion de la zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est ultra important pour grandir, pour évoluer en tant qu'humain. D'accord? Ta zone de confort, c'est quelque chose dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu te sens en sécurité. Et c'est ce que ton corps et ton cerveau recherchent le plus. Parce que ton corps, il aime tout ce qui est routinier, tout ce qui est sécurisé. Il faut qu'aujourd'hui, ça ressemble à demain et après-demain, etc. Et honnêtement, c'est vraiment quand tu sors de ta zone de confort que tu découvres, je dirais, la vie, que tu découvres des nouvelles choses, que tu oses faire de nouvelles choses, que tu apprends du coup des nouvelles choses. Vraiment, ton potentiel de croissance, il est décuplé si tu sors de ta zone de confort. Donc, tu procrastines parce que tu as peur de cette chose-là. Oui, mais cette chose-là te fera sortir de ta zone de confort. Donc, du coup, te sera ultra bénéfique pour la suite. Je pense qu'on en fera carrément une vidéo parce que la zone de confort, c'est quelque chose de très complexe et très passionnant que j'adore. Donc, je pense qu'il y aura une autre vidéo dédiée à ça. En fait, non, j'en suis sûr. L'avant-dernier point stratégique qu'on va pouvoir mettre en place, c'est de comprendre que tu le fais pour toi. Je l'ai un peu mentionné tout à l'heure quand j'ai parlé de l'exemple de la salle de sport, mais quand tu comprends que tu fais les choses pour toi et pas pour les autres, ça te permet de te raccrocher à tes motivations intrinsèques, ce qu'il y a dans tes tripes. D'accord? Contrairement à quelque chose d'extérieur, par exemple, voilà, tu veux faire quelque chose, mais imaginons, tu veux perdre du poids parce que ton chéri t'a fait une remarque désobligeante, ça c'est extérieur à toi. Par contre, tu veux perdre du poids parce que t'as mal au genou, t'as mal au dos, parce que quand tu montes un escalier, t'es essoufflé, tu sens que ta santé, elle va de moins en moins bien, que tu veux potentiellement des enfants ou alors que tu as déjà des enfants et que tu ne te vois pas dans 5 ans galérer et refuser de courir avec eux ou d'aller faire un foot avec eux ou d'aller faire du trampoline avec eux parce que tu n'as plus la condition physique, ça, c'est une motivation intrinsèque. Donc quand tu vas aller à la salle ou si tu fais appel à un coach, il y a de fortes chances que tu réussisses parce que tu sais pourquoi tu fais les choses. Et en l'occurrence, c'est pareil pour la procrastination. Rappelle-toi pourquoi tu veux faire la chose. Pourquoi c'est important pour toi. Pourquoi ça va te permettre d'évoluer, d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses. Et en fait, le fait de penser à tout ça, ça va venir contrebalancer un peu la balance de j'ai peur et ça va m'apporter du positif. Évidemment, là, toutes les stratégies que je suis en train de te décrire, ça va être de ce côté-là. Donc l'objectif, c'est justement de permettre à ce côté-là d'être plus lourd pour que ta prise de décision soit faite. Parce que tant que tes peurs, pour la plupart, comme on le disait, irrationnelles, vont peser très lourd dans la balance, malheureusement, même si tu sais que ouais, ça pourrait m'être utile, ça va pas être assez. Par contre, si tu mets en place toutes les stratégies que je t'ai dit, comme la reconnaissance et l'acceptation de tes peurs, donc les comprendre, ensuite travailler dessus, sur tes peurs irrationnelles, ensuite la gestion du perfectionnisme, si c'est quelque chose auquel tu fais face, oser sortir de ta zone de confort, comprendre que tu fais les choses pour toi, tout ça dans la balance, ça va peser plus lourd. Et ça te permettra justement de passer à l'action. Enfin, le dernier point, pas le plus important, mais il mérite d'être mentionné quand même, parce qu'on le voit souvent, surtout en 2025, c'est le soutien social. Lorsque tu fais quelque chose, n'hésite pas à en parler aux autres. N'hésite pas à en parler sur les réseaux sociaux. Et je pense sincèrement aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à rester disciplinées à la salle de sport parce qu'ils vont communiquer, ils vont partager ça sur les réseaux sociaux avec leur communauté ou avec leur famille, peu importe. L'important, c'est que, bah, encore une fois, si c'est quelque chose d'important pour toi, de le partager, partage-le. Si ça t'est bénéfique, si ça te fait du bien, partage-le. Attention cependant à ne pas tomber dans le piège de j'ai besoin de l'aval des autres ou de la reconnaissance des autres pour moi faire mes actions. D'accord? Limite, il faudrait que ce soutien social, il soit là au début, mais qu'il arrive un moment en fait où quand tu fais cette chose-là, tu te rends compte que bah t'as plus besoin du soutien des autres, t'as plus besoin du soutien social, t'as plus besoin des likes par exemple sur tes stories pour te dire va t'entraîner. À la fin, ça deviendra quelque chose de toi, un comportement routinier, une normalité dans ta vie. Ça aussi, on en parlera, de la routine, de l'équilibre de vie. Mais voilà, je pense que le soutien social, au début, lorsqu'on souhaite accomplir quelque chose, surtout quelque chose d'important qui va demander du temps,
par exemple une perte de poids, ça peut être bénéfique d'en parler à ses proches. Et encore une fois, pas la peine d'avoir peur, même si tu échoues, une fois, ben, ça veut probablement dire que la technique n'est pas bonne, la stratégie de mise en place n'est pas bonne, mais le fait d'en parler, ça va te permettre justement de, toi, rester on track et sur le chemin, je pense un peu plus longtemps que si tu avais été seul par toi-même. Donc n'oublie pas, la vie est un sport collectif. Donc n'hésite pas à en parler, n'hésite pas à communiquer, n'hésite pas à partager. Parce que c'est là que le gros de la richesse de la vie se fait. Voilà, mon premier podcast touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. J'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère que ces stratégies et ces actions applicables vont vous être utiles et vont vous permettre justement de peut-être faire des choses que vous avez repoussées jusqu'à présent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, pour ceux qui sont sur YouTube, si de un, vous voyez des façons d'améliorer la vidéo, les futures vidéos du coup, que ce soit dans ma manière de parler, le micro, la lumière, peu importe, je suis ouvert à tout vraiment. Encore une fois, je j'essaie de ne plus être dans le perfectionnisme et j'essaie d'utiliser cette stratégie de on fait et on avise pour améliorer ensuite. De plus, si vous avez des expériences similaires et surtout si vous avez des stratégies que je n'ai pas mentionnées qui vous ont été utiles pour réussir à éviter de procrastiner et passer à l'action, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça pourra aider également ceux qui vont lire les commentaires et qui sont peut-être bloqués dans une situation qu'ils n'arrivent pas à se défaire. YouTube, c'est tout nouveau pour moi, le podcast, c'est tout nouveau pour moi, donc si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite des vidéos qui vont arriver. Sur les plateformes de streaming, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour booster l'algorithme et montrer que mon travail sert à quelque chose. Donc merci infiniment à ceux qui soutiendront. Si vous voulez plus d'informations, plus de proximité, si vous voulez m'envoyer un message, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Donc sur Instagram, mon nom c'est coach-Alan, ALA2N. J'ai déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais des bisous, ciao.